Salut Pablo, salut à tous et salut à toutes. Salut Catherine, salut à tous et toutes. Écoutez, aujourd'hui, la discussion va beaucoup se porter sur la journée d'hier, jeudi, donc avec la déclaration à l'AFP de Céline Catenins mettant en cause le caractère plutôt installé des relations violentes qu'elle subissait et comment la France insoumise a géré cette affaire. Et puis on va parler aussi de la journée de la niche, puisqu'en fait c'était le jour où l'AFI avait la possibilité de présenter des projets de loi, et on sait que ça a été un peu chaotique avec Pour le moment. des projets de loi qui ont été retirés, un beau succès avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution, le retrait dans l'hémicycle de la loi Corrida, le débat sur la question de la réintégration des personnels soignants non vaccinés. Bref, on va faire un bon paquet là-dessus. Mhm. Et puis on terminera quand même par dire quelques mots sur la réunion qui a lieu aujourd'hui à l'échelle européenne des ministres sur la question migratoire, Mhm. puisque c'est un peu la suite de Ocean Viking et c'est inquiétant. Mhm. Donc on va commencer par Adrien Quatennens. Donc juste pour résumer ce qui s'est passé, donc c'était pas jeudi, c'était mercredi. Il y a eu donc les propos rapportés par l'AFP de Céline Quatennens. Ensuite il y a eu un communiqué de presse, un communiqué du groupe parlementaire de la France Insoumise, très succinct, qui indiquait avoir bien tenu compte, pris en considération les propos de Céline Quatennens dans l'AFP, mais que dans le même temps Adrien Quatennens, par la voix de son avocate, récuse la vérité de ses propos, et ça concluait sur nous allons sachez que Adrien Quatennens est mis en retrait des travaux du groupe parlementaire de la France Insoumise. Jusqu'à ce que la justice tranche. Jusqu'à ce que la justice tranche, tout à fait. Ça pose, il me revient en fait à l'esprit ce qui s'était passé au moment où on avait appris la main courante qui avait été posée par Céline Quatennens, et où la France Insoumise avait dit, vous voyez, on fait quelque chose, on va lui enlever son titre de coordinateur national de la France Insoumise. Titre que beaucoup de gens ont appris qu'il avait, découvraient. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que en fait, le seul acte, à mon sens, le seul acte fort que peut faire la France Insoumise, et notamment le groupe parlementaire de la France Insoumise, c'est l'exclure à titre temporaire ou à titre ou tout le temps du groupe parlementaire de la France Insoumise. Parce que pour l'instant, il faut savoir que depuis le mois de septembre, Adrien Quatennens est toujours membre du groupe de la France Insoumise, et même c'est Manuel Bompard qui vote à sa place, parce qu'il a une délégation de vote, une procuration pour voter à sa place certains textes. Donc et entre-temps, il est en arrêt maladie. Et donc, je trouve en fait que cette façon de ne pas vouloir de mégoter en fait sur son exclusion du groupe, au moins à titre temporaire, au moins le temps que effectivement la justice se saisisse ou qu'on en sache plus, etc. Enfin, qu'on avance dans l'enquête, qu'elle soit menée par les services de police, la justice, ou que ça soit en interne et qu'une décision véritable soit actée. Le fait qu'ils ne veuillent pas l'exclure, à mon sens, indique que, en fait, ça reste le parti des copains, et on n'arrive pas à se dépêtrer du fait que, Adrien Quatennens est un bon camarade, c'est sûrement le meilleur d'entre nous, c'était lui qui devait prendre la suite de Jean-Luc Mélenchon, et que tout ça mis bout à bout fait que en fait les violences faites aux femmes, les violences faites à sa femme, ça passe un peu en second plan. Et ça, je suis désolé, mais en 2022, avec la vague féministe qui nous porte depuis MeToo, ce n'est plus acceptable. Oui, moi ce que je pense, c'est que je te rejoins qu'on n'imagine pas que Adrien Quatennens puisse venir même se réasseoir sur les bancs de l'AFI. D'ailleurs, dans les bancs de la NUPES d'une façon générale, puisque les partenaires de l'AFI demandent qu'il ne soit plus dans un groupe affilié à la NUPES. Donc c'est une question qui maintenant dépasse un tout petit peu la question AFI. Puis c'est un visage connu, Adrien Quatennens. Je veux dire, une caméra qui se pose sur lui, elle est repérée, quoi. Donc c'est son retour, il faudra bien qu'il revienne un jour à l'Assemblée, va être l'objet d'un enjeu. À quel endroit il va s'asseoir, donc dans quel groupe il siégera, indépendamment de, au-delà,
je dirais, de la question de est-ce qu'ils partagent, voilà. Je suis d'accord avec toi que c'est vraiment une épine dans le pied pour l'AFI, puisque Adrien Quatennens était celui qui était pressenti pour mener la bataille sur les retraites comme il l'avait fait dans le précédent mandat, et que c'est un peu une des raisons pour lesquelles Mélenchon avait vraiment plaidé pour sa réintégration plutôt rapide dans le groupe, de façon à pouvoir avoir cet homme, ce député averti sur ce sujet et convaincant, et c'est vrai. Moi, ce que je note, c'est que depuis le mois de septembre, on n'a pas avancé d'un iota dans la réflexion sur comment on traite cette question. C'est-à-dire qu'en fait, en septembre, on a vu que le sujet avait été renvoyé à une commission interne au parti qui devait arbitrer entre des légitimités et des solidarités qui étaient impossibles, c'est-à-dire à la fois l'engagement féministe de la plupart des femmes qui siégeaient dans cette commission, qui ne peut pas être mis en doute, mais en même temps leur loyauté vis-à-vis du parti, voire leur amitié pour Adrien Quatennens, c'est que tout ça, ça faisait un gloubi-boulga indémerdable. Et en fait, on n'en est pas sorti. C'est-à-dire que là, alors la commission, je crois qu'elle est morte, parce qu'elle a même pu être voilà, elle a pu être sollicitée. Ce n'est pas l'AFI qui est sollicité pour traiter la question Quatennens, mais c'est le groupe France Insoumise. Ça m'amuse parce que je lis dans la presse que c'est le bureau politique de l'AFI, confondant le bureau du groupe de l'AFI avec le bureau politique. Peut-être parce qu'il n'y a pas de bureau politique et que donc c'est bien à l'intérieur du groupe que ça se gère, alors que ce n'est pas qu'une question de parlementaire. Enfin, c'est quand même une question qui concerne l'AFI. Et en fait, ce que je vois là, c'est que on n'a pas avancé dans la réflexion, la mise en place de procédures, d'abord d'organisation de l'AFI, mais au-delà de réflexion sur cette question de ce que le parti se pose comme règle, quelles sont ses exigences, et d'une façon plus générale, et on l'avait dit en septembre quand on avait fait un débrief sur le sujet, c'est que il ne suffit pas de se dire féministe. Il faut travailler pour être féministe. Je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait dans les organisations de gauche sur la question écologiste. Elle n'est pas achevée, elle est remise en cause, etc. Mais on va dire que quand même cette question-là, maintenant, elle est intégrée et articulée au projet des différentes forces qui constituent la NUPES. Et on doit à Mélenchon très certainement de l'avoir mis à l'agenda de la gauche le premier et de façon la plus centrale pour que ça revienne au cœur du projet. Et les organisations de la NUP d'une façon générale et LFI en particulier se définissent comme féministes. Si on est féministe, alors il faut travailler et réfléchir au sujet et apporter des réponses, je dirais, ponctuelles, enfin au sens de pragmatique, enfin pas pragmatique, mais des réponses pratiques, pardon, aux questions qui est posées là, mais d'une façon plus générale, je pense qu'il faut prendre la mesure de l'interpellation et des exigences du mouvement féministe. Il y avait 80 000 femmes samedi dernier qui ont manifesté dans les rues de Paris et que elles s'en laisseront pas compter et qu'il va falloir absolument prendre la mesure de l'attente et de l'exigence de ce mouvement-là. Je pense que d'une certaine manière, je dis pas tout les insoumis évidemment, ni même tous les députés insoumis, notamment les députés insoumises ES, qui peuvent le relayer, mais je pense que la profondeur de ce mouvement est mal perçue par une organisation qui est peu structurée, donc ses relais dans la société et son défaut aussi d'implantation locale, etc., fait que je pense qu'il y a un loupé là. Ils perçoivent pas quelque chose. Il y a quelque chose qui leur échappe dans la transformation profonde. Et bon, c'est plein de questions qui se mettent ensemble, mais là, il y a un gros trou dans la raquette. Deuxième sujet, la niche parlementaire de la France insoumise. Alors, c'est une niche qui a quand même, enfin, il faut reconnaître ça, beaucoup fait parler d'elle, je trouve, notamment médiatiquement. D'abord parce que l'ordre
de la niche a été modifiée la veille au soir, c'est-à-dire le mercredi soir, parce qu'elle devait. Alors, on peut pas changer l'ordre en fait des propositions de loi. En revanche, on pouvait en supprimer. Et donc les deux premières niches qui étaient prévues, celle pour demander la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la question des Uber Files a été supprimée. C'est-à-dire c'est les liens entre Emmanuel Macron et Uber. Et Uber. Exactement. Donc ça a été supprimé, cette niche. Et la deuxième qui a été supprimée, c'est pour demander l'augmentation du SMIC, qui soit le SMIC à 1600 euros. Ces deux niches ont été supprimées. Et donc la première niche qui a été étudiée, c'est la niche pour demander la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Alors là, donc ça a commencé, la journée a commencé comme ça hier. Ça a été un succès parce que globalement, il y a eu une très large majorité. Il y a vraiment quelques députés LR et quelques députés RN qui se sont prononcés 32, contre. Je crois. Ouais, ou 22. 32. Bon, oui, enfin, 32. Bref. Mais donc c'est très peu. Donc c'est force est de constater que c'est un succès. C'est un succès qui a remis en avant une question importante qui est celle, puisque ça parle, en fait, c'est dans le prolongement de ce qu'on se disait tout à l'heure sur la vague féministe. Moi, il y a une chose, en fait, qui m'apparaît quand même assez fortement, c'est le fait que si aujourd'hui les députés, notamment de la NUPES, mais plus largement de la NUPES, de Renaissance et d'une partie de la droite, pense qu'il est si important de mettre dans la Constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse, ça veut dire qu'il y a un risque que arrivent au pouvoir des gens qui remettent en question ce droit et la possibilité des IVG. Donc ça veut dire que, en gros, ils considèrent que potentiellement en 2027 ou à court ou moyen terme, arrivera au pouvoir des gens qui sont opposés à l'IVG, c'est-à-dire l'extrême droite peut arriver au pouvoir, le RN. Et donc, il faut se protéger dès maintenant et placer à des endroits sanctuarisés comme la Constitution des choses comme l'IVG. Et ça, j'avoue que cette prise de conscience est assez lourde. Et la deuxième chose, c'est que il faut faire quand même attention au fait que ils ont effectivement mettre dans la Constitution, c'est sanctuariser entre guillemets un droit comme celui à l'IVG. En revanche, on n'est pas aux États-Unis et en fait, je pense que parfois il y a un peu une méprise, c'est-à-dire que aux États-Unis, la Constitution, on la change presque jamais. Enfin, je veux dire, c'est tout depuis 200 ans, c'est à peu près toujours la même à la virgule près. En France, la Constitution, elle se modifie beaucoup plus. Déjà, on en a eu 5 depuis en 5 ans. Il y a eu 5 républiques différentes. Comment ? Pas en 5 ans. Oh, pardon, en 200 ans, pardon. Il y a eu 5 des républiques différentes. Et puis, c'est une chose, elle est dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, effectivement, elle est tout en haut et encore, elle se dispute avec d'autres normes comme la norme européenne, etc. Mais elle est pas aussi sacrée qu'aux États-Unis. Elle peut être remise en cause, périodiquement. Donc, je sais, effectivement, il faut continuer à mener ce combat. Il faut continuer à protéger en fait la possibilité de l'IVG en France, mais le placer dans la Constitution ne nous évite pas de continuer à mener des combats sur le sujet. Oui, alors moi c'est vraiment des choses assez rapides. La première chose, c'est que je partage ce que tu dis sur le fait que on se protège d'un danger qui pourrait poindre et qui est pas absurde de penser que l'extrême droite peut arriver au pouvoir. On l'a souvent dit ici. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut mener cette bataille à l'échelon européen, parce que c'est aussi, si c'est inscrit comme faisant partie des droits reconnus par l'Europe pour les femmes, ça devient beaucoup plus compliqué de le remettre en cause. On sait par exemple que c'est le cas pour la peine de mort qui maintenant s'impose à tous les pays en Europe, et c'est opposé d'ailleurs par exemple sur la question de la Turquie. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on lui interdirait l'accès à l'espace européen. C'est du bidon, mais peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que
l'appartenance à l'Europe est un enjeu très considérable et beaucoup plus difficile à bouger. Donc moi, je pense qu'il faut que cette bataille-là soit menée. Parce que ce n'est pas le cas. Par exemple, juste, Ouais. je complète, à Malte, aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse est interdite. Et en Pologne, on sait qu'elle n'est pas interdite. Ouais, Pologne et Hongrie, voilà, c'est très Pologne et compliqué. Hongrie, c'est très compliqué d'avoir accès à l'IVG. D'ailleurs, qui est un enjeu, qui est aussi un enjeu en France. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a se prémunir de l'éventualité de l'extrême droite au pouvoir qui remettrait en cause le droit à l'IVG. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a des batailles à mener aujourd'hui pour l'effectivité de ce droit et que bon, ça aurait été peut-être pas mal que ça puisse être porté aussi à cette occasion. Et la troisième chose, c'est de comprendre que en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, la vague féministe et d'émancipation des femmes d'une façon générale à l'échelle française, mais européenne, mais mondiale, fait que aujourd'hui, tout le monde, enfin, ça devient un sujet qui ne peut pas être mis en cause sans que ça te coûte très très cher politiquement. Ça vient de coûter très cher aux républicains aux États-Unis. Beaucoup analysent l'échec de la bascule de Trump au midterm parce que la Cour états-unienne avait remis en cause ce droit fédéral à l'avortement. Donc je pense que ça permet aussi, par ailleurs, petite victoire du côté de la Macronie, qui pourquoi elle l'a fait. Je pense que ça lui permet d'abord de raconter qu'elle est du côté du droit à l'IVG, ce que je crois d'ailleurs vrai. Hein, ils ont quand même fait voter là, en 2017 le délit d'entrave, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manifester contre l'avortement devant les hôpitaux, et ont augmenté le délai de grossesse qui te ouvre le droit à l'avortement. Mais l'autre chose, c'est que ça leur permet aussi de masquer un peu le caractère systématiquement en opposition avec tout ce qui est porté par la gauche et en particulier par LFI. Là, ils vont pouvoir raconter que mais non, mais pas du tout, ils prennent tout, ils sont pragmatiques, ouverts, etc. Ouais. Donc là, c'est ça qu'ils vont nous raconter comme petite musique. Donc il y avait un enjeu politique pour la LFI de remporter une victoire et pour la Macronie de raconter qu'ils ne sont pas sectaires et pas que collés à LR et à la droite réactionnaire. Voilà, exactement. Donc c'est un petit peu ce petit jeu-là qui s'est joué. Enfin, ceci étant, on prend ce qu'on a gagné. C'est quand même, même si tu as raison d'en dire la limite. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas une sanctuarisation en béton armé, mais enfin, c'est pas si mal, quoi. C'est déjà ça. Voilà. Alors les autres sujets d'hier, ça a été la corrida, en fait, la proposition de loi pour interdire la corrida véritablement sur tout le territoire français, en fait, qui a été supprimée et qu'ils ont supprimé. Donc, Aymeric Caron a pris la parole. Il a expliqué pourquoi il fallait interdire la corrida sur tout le territoire. Et puis après, il a annoncé à la fin de son allocution qu'il retirait sa proposition de loi parce que il y avait une obstruction parlementaire qui de toute façon n'aurait pas permis à l'Assemblée, à l'hémicycle, d'étudier le texte jusqu'au bout. Parce que il faut savoir, moi je ne le savais pas, mais pour une niche parlementaire, les travaux s'arrêtent à 23h59. C'est-à-dire à minuit pile, paf, c'est comme Cendrillon, genre on ferme la boutique et ils peuvent plus parler. Et c'est ce qui s'est passé en fait sur le texte qui est venu après, qui est le texte, mais si tu veux, tu pourras revenir sur la corrida, mais d'abord je raconte sur comment ça s'est passé. Le texte d'après, c'était le texte pour réintégrer les soignants non vaccinés, qui était porté notamment par la députée de la France Insoumise, Caroline Fiat. Et là, il y a eu un truc, en fait, moi j'ai cherché si ça avait déjà existé, il y a eu une obstruction parlementaire de la majorité, enfin du gouvernement. Ouais, du gouvernement, pas du gouvernement, exactement, du gouvernement. Ce qui est très très rare en fait, parce que du coup, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils prennent des amendements, puis après ils déposent des centaines de sous-amendements qu'il faut tous étudier un par un ou parfois par groupe, mais ça prend un temps impossible. Et donc en fait, à minuit, eh bien, ils n'ont pas pu voter la proposition de loi qui était portée par LFI pour réintégrer les soignants, malgré le fait que c'est quand même à noter, la France Insoumise et le RN et une partie des LR étaient pour la réintégration de ces soignants et auraient voté pour. C'est-à-dire que
En gros, il aurait et le Parti communiste français aussi. Donc en fait, il y avait peut-être une majorité alternative qui aurait pu se dessiner, même si le groupe Renaissance, le groupe du gouvernement, lui était contre. Je clôt sur la question de la forme. Hier, vraiment, je n'ai pas d'autres mots. À partir du moment où ils ont commencé à débattre la question de cette niche parlementaire, ça a été un bordel monstre dans l'Assemblée nationale, mais vraiment avec des invectives. Certains députés ont failli en venir aux mains. Ils ont dû être séparés par des appariteurs. Un député du groupe libre Modem. et indépendant, comment Média, c'est ta gueule là. Ah non mais oui, il a dit à Sylvain, voilà, il a dit à Sylvain Maillard, tu vas fermer ta gueule, enfin, ce qui est au micro. Donc c'était vraiment, mais les échanges étaient d'une violence, mais rare, comme j'ai rarement vu en France dans l'hémicycle, qui veut dire que bon, je sais pas si ça veut dire que la question est particulièrement chaude, la question est particulièrement vive en fait, et du coup c'est ça qui a généré les échanges, ou si ça veut dire que aujourd'hui, on a un gros problème en fait pour discuter de politique dans le cadre de l'hémicycle, nonobstant la nature et le fond du texte, quoi. Et je pense que c'est un peu des deux, parce que, et si tu veux, je te laisse la parole sur le fond de la question des non-vaccinés, est-ce qu'il faut les réintégrer ou pas, parce que c'est une question qui est loin d'être, à mon avis, enfin, quand on voit, il y a eu des débats aussi en interne, hein, dans la NUPES, ils sont pas tous d'accord sur est-ce qu'il faut les réintégrer ou pas. Ça fait pas partie d'ailleurs du socle des 600, je sais pas, 550 mesures communes qui avaient fait le socle législatif. Ça ne faisait pas partie parce qu'il n'y a pas d'accord entre les différentes forces de la NUP. On se souvient que du côté du Parti communiste, ils ont plutôt été pour l'obligation vaccinale. Donc voilà. Mais moi, ce que je veux dire deux petites choses. C'est d'abord que je trouve ça, comment dire, étonnant, le choix d'avoir fait porter l'intervention de la LFI sur de ne pas avoir intégré des sujets sociaux comme le SMIC. Je me suis dit, mais qui décide, comment ça se décide, où ça se discute? Parce que c'est quand même un choix stratégique, c'est une fois par an que la LFI peut faire ses propositions de loi. Donc, en dehors de son opposition, de son attitude au long cours, 364 jours par an, il y a un jour où elle propose. Et je me suis dit, bon, il y avait quand même des choses assez solides dans ce qu'il proposait. Il y avait la proposition de loi sur la concentration dans la presse, il y avait donc le SMIC à 1600, les liens avec Uber. Enfin, c'était des choses qui étaient assez divers, qui montraient ce sur quoi ils réfléchissaient. Et les trois qui étaient retenus, finalement, c'était des sujets, je dirais, sociétaux, qui sont pas du tout marginaux, mais on va y revenir. Mais enfin, en tout cas, la corrida, moi, je considère que c'est un sujet qui n'est pas au cœur de notre vie quotidienne. Même à Arles. C'est oui, même à Arles, c'est pas, ou à Nîmes, c'est pas au cœur de la vie quotidienne. Quel que soit ce qu'on en pense, je comprends que pour Émeric Caron, c'est fondamental. Lui, c'est sur ça, c'est son engagement, et il est à la LFI, il est devenu député LFI pour cet engagement, donc je comprends que pour lui, ce soit extrêmement violent, mais malgré tout, et donc du coup, il y a cette question de comment ça s'arbitre, où ça se discute, comment ça se fait qu'on en était arrivé là, et puis qu'on repart en arrière. Le jour même, je pense qu'il a dû prendre des boules comme ça, enfin bref. Donc là, moi je me dis, il y a un problème de pilotage qui m'est apparu dans cette affaire. La deuxième chose, c'est que je ne m'attendais pas non plus à ce que l'affaire sur la réintégration des vaccinés soit aussi, dure pour notamment tous les députés outre-marins. Et c'est ça que notamment Caroline Fiat a rappelé, c'est qu'il y a des députés qui sont venus de Martinique, de Guadeloupe, de Réunion, etc., pour voter cette question-là. Et dans des territoires où des fois tu as eu jusqu'à la moitié du personnel soignant qui n'était pas vacciné. Donc, et les arguments qu'ils ont employés pour demander la réintégration du personnel non vacciné, c'était vraiment, ça touchait à l'humiliation. Ils se sont sentis humiliés, ils se sont sentis obligés. Ils ont fait remonter cette humiliation vraiment à l'esclavage, au colonialisme, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est noué là, qui est... alors Caroline Fiat, quand elle intervient, la deuxième intervention qu'elle fait, elle est mais dans une émotion, parce qu'elle est
elle était soignante à l'hôpital où elle rappelle qu'elle y est allée sans masque, sans blouse, sans gants. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui ne passe pas dans un cadre de crise à l'hôpital que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'il y a le monde médical et soignant qui est dans un état de tension extrême et le monde ultramarin qui a vécu cette affaire d'une façon qui les a profondément humiliés. Donc je me suis dit, là il y a quelque chose qui s'est joué et il faut absolument qu'on trouve une solution pour s'en sortir. D'abord on peut pas rester avec cette situation complètement insensée de personnel qui n'est pas qui est sans statut, enfin voilà, qui n'est pas payé mais qui fait partie de la fonction publique mais qui est pas payé. Donc là il y a un truc qu'il faut résoudre. En même temps ça ne peut pas être free quoi de décider si on se fait vacciner ou si on se lave les mains à l'hôpital. Donc il y a bien des questions de normes. Ce que d'ailleurs Caroline Fiat a dit, notre proposition de loi n'est pas une proposition qui permet de remettre en cause l'obligation vaccinale pour le personnel soignant. Donc elle dit ça et en même temps elle dit qu'il faut trouver une sortie. Moi j'ai l'impression qu'il y a un problème vraiment, on est en train de faire un tabou de la question du Covid, de ce qui s'est passé en France dans les hôpitaux, de ce qui s'est passé en France avec tous les gens qui sont morts sans qu'ils soient accompagnés. Emmanuel Macron avait promis qu'il y aurait une journée d'hommage aux malades du Covid, aux morts du Covid, ce qui s'est fait pratiquement partout dans le monde, sauf en France. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit... il y a un abcès de fixation sur cette affaire Covid qui va bien falloir décortiquer, mettre à jour. Sans ça, on va vivre avec cet abcès qui, du coup, ne permet pas de s'en sortir parce que ça devient pro-vax contre anti-vax, conspi. Enfin bon, ça va pas du tout cette affaire. Il faut qu'on arrive à se parler. Moi, je suis absolument pour qu'on arrive à convaincre sur la vaccination. Et en même temps, je pense qu'on va pas taper sur la tête des gens, quoi. Donc, il faut les convaincre. Moi, je pense que le problème principal et la raison pour laquelle ça a été aussi vif les échanges dans l'hémicycle sur cette question, c'est que en fait, ça cristallise tous les problèmes de l'hôpital. Tout d'un coup, il faut résoudre. Il y a un problème. Et d'ailleurs, Caroline Fiat l'a bien dit. C'est-à-dire que elle parle pas que de la réintégration des antivax. En fait, elle dit genre là l'hôpital est en train de péter par tous ses pores et il faut trouver une façon et au bout d'un moment elle a dit même un soignant en plus en fait on prend. Bon, ça, moi je trouve que c'est pas un bon argument ça. En même temps mais non, moi j'attends quand si je suis à l'hôpital, j'attends à ce que les règles sanitaires soient respectées. Bien sûr. Regrette. En fait, la question n'est pas là. Je dis juste que ce qu'elle dit, Caroline Fiat à ce moment-là, c'est un cri de détresse. C'est-à-dire de dire, ça va plus, en fait. Donc, donnez-nous, franchement, vous nous donnez 10 € en plus, on les prend. Et oui, 10 € sur un hôpital, on s'en fout. Enfin, je veux dire, vous nous donnez un stylo, on le prend. Vous nous donnez un stéthoscope, on le prend. Vous nous donnez un soignant en plus, on le prend. Parce que ça ne va pas. En fait, le système, il est à bout. Et d'ailleurs, les soignants le disent en permanence. Là, dernièrement, c'était les pédiatres. Enfin, je veux dire, on fait un tri des patients, on fait un tri des enfants maintenant qui arrivent aux urgences. Enfin, c'est abominable, en fait, ce qui est en train de se passer. Et donc là, tout se concentre là-dessus, et comme tu l'as dit, il y a aussi des différences en fait entre les territoires. Et ce qui se passe, encore une fois, je vais juste, je précise un peu ce que tu as dit. Ce qui se passe on dit qu'il y a quelques centaines de non vaccinés aujourd'hui qui ne peuvent plus être soignants. Mais en fait, il y a des énormes différences territoriales. Et il y en a beaucoup dans les dom-toms et à La Réunion. Et donc, du coup, c'est chez eux en fait que ça pose un gros problème parce que eux ils se retrouvent avec genre par exemple 10 personnes en moins dans un service et donc il y a pas de bonne répartition, il y a pas d'égale répartition sur le territoire. Donc c'est ça aussi quand on vous dit oui il y en a que 15 000 ou il y en a que quelques centaines, il faut imaginer que c'est très concentré et que dans les endroits où c'est concentré ça pose un gros problème. Mais comme tu dis, il faut absolument trouver une solution et là pour le coup je pense que ça ne passe pas que par la proposition de réintégration hélas des non vaccinés. Il faut trouver une solution pour que aujourd'hui les soignants qui travaillent dans l'hôpital public puissent travailler correctement, qu'on ait un système de santé qui continue en fait de pouvoir assurer ses missions. Et aujourd'hui, désolé, mais ce n'est plus le cas. Et en plus, plus ça avance, plus ils sont à bout, parce que genre plus les crédits, plus c'est difficile en fait de pouvoir travailler, mais aussi
plus c'est difficile de se projeter, en fait, d'avoir un horizon et de se dire, ah bon, là, genre, c'est un peu chaud, il y a eu le Covid, c'était un peu chaud, etc. Je continue à serrer les fesses, mais demain, ça sera mieux. Et en fait, le demain, ça sera mieux, il n'existe pas pour les soignants. Et c'est ça qui est particulièrement difficile. Oui, oui, je suis d'accord. Il y a eu un papier dans Le Monde cette semaine qui rappelait que, en gros, avec 5 milliards, on peut embaucher 100 000 personnes et qu'on règle le problème. 5 milliards, c'est en gros ce qu'on va mettre du côté du budget de l'armement. Hein. Donc, y a quand même des choix politiques à budget constant, sachant qu'il y a quand même des choix politiques qui peuvent être aussi de revoir la politique fiscale qui continue d'être sur un mode complètement dingue où on privilégie les riches en espérant que le ruissellement et l'attractivité de la France, voilà. Mais bon, moi je maintiens quand même qu'il n'y a pas que la question de l'hôpital, il y a la question des territoires ultramarins qui étaient extrêmement posés de façon là avec véhémence, et puis il y a la question du Covid. On peut pas, cet événement qui a causé la mort de 160 000 personnes ne peut pas rester la mort et la gestion globale, hein, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé. Mais il y a une enquête, hein, puisque maintenant Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé, est sous le coup d'une enquête. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça avance, hein. Enfin, genre, ça a peut-être. Oui, mais moi je pense qu'il y a plus que ça, quoi. Oui, il y a une question politique. Il y a une question, ouais, et puis de tout le monde, quoi, qu'on sorte cette affaire, qu'on s'en parle. Enfin, moi, je n'ai toujours pas digéré le fait qu'on n'autorisait pas d'aller voir les gens qui étaient mourants. Enfin, c'est pas possible. Qu'on les laissait à l'écart les vieux. C'est pas possible. Les EHPAD, c'est pas possible. Ce qui s'est passé est inhumain. Et donc, il faut savoir revenir dessus. Voilà. De façon critique. Voilà. Dernier sujet, la question migratoire en Europe et la réunion aujourd'hui des différents pays de l'Union européenne. Ouais, alors bon, c'est en cours, donc on ne sait pas comment ça va sortir, mais d'une part, ce que je vois, c'est que ça a été provoqué par l'affaire Ocean Viking, c'est-à-dire quand même, faut pas déconner, quoi. Hein, je veux dire, 250 pauvres Africains qui ont été repêchés, ça fait une crise à l'échelle européenne. Mélanie impose son agenda, c'est-à-dire qu'elle impose que ça vienne en discussion à l'échelle européenne, et que pour l'instant, ce qui ressort, c'est vrai que finalement les États qui donnent pavillon à des bateaux auraient une responsabilité dans l'accueil des migrants. Moi, je n'ai pas d'avis tranché sur ce sujet, même si je pense que le droit du sauvetage, le droit de la mer doit rester premier, ça me paraît fondamental, mais surtout ce que je ressens, et vraiment, j'ai le sentiment qu'on est dans une impasse parce que on sait qu'on va vers des mouvements migratoires extrêmement puissants et que le seul discours que l'on entend est un discours de fermeture. Alors il paraît que Macron, il penserait qu'il faut faire des hotspots aux frontières de l'Europe. C'est-à-dire en fait quoi? Des grands camps de rétention. C'est Gérard Collomb. Oui, Gérard Collomb dit ça. Mais ça veut dire que ça fait partie du débat d'avoir des camps de rétention. Finalement, ce qu'on a fait à Rivesaltes avant la Seconde Guerre mondiale, notamment le traitement qu'on a infligé aux républicains espagnols, mais à une grande échelle. Et finalement, ce qui est la situation, par exemple, pour les Palestiniens, d'être dans des camps de transit, transitoires et qui durent depuis 40-50 ans. Donc, voilà, c'est ça l'idée qui est la grande idée géniale, ça serait celle-là, et que on ne sait pas politiquement comment traiter le sujet. Moi, je vois bien à quel point quand on est, toi et moi, en débat dans des plateaux avec d'autres journalistes ou d'autres personnalités engagées, des députés, etc., ce qui nous est renvoyé à chaque fois, c'est l'immigration, c'est ça qui fait monter l'extrême droite. Et on est je veux dire, si on résiste à cet argument, alors ce qui nous est envoyé, c'est mais vous êtes des doux rêveurs, vous êtes incapables de voir la réalité. Et d'ailleurs, Macron ayant validé l'idée que il y avait un lien entre immigration et délinquance, on est encore plus mal. Enfin, moi, ce que je trouve, c'est que là, on a un problème politique qui impose qu'on réfléchisse à gauche à la façon de prendre le sujet. Autant dire que, et ça sera mon dernier mot sur cette semaine, j'ai l'impression qu'on est dans un flou de partout, qu'il y a plus de, il y a un bordel sans nom, quoi, là, en ce moment. Il y a pas ça tient pas debout, quoi, la gauche, là, en ce moment. Hier, j'en discutais avec Dominique Vidal pour son dernier livre sur l'état du monde de 2023, et lui il me disait quand même, il y a un endroit
en Europe où ils ont, et d'ailleurs c'est étudié, hein, c'est dans son dernier livre, donc que je vous conseille aux éditions Les Liens qui libèrent. Il y a un chercheur qui regarde ce qui s'est passé en Allemagne, notamment au moment où Angela Merkel a dit on va accueillir 1 million de réfugiés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit il y a certes eu une décision politique de la part d'Angela Merkel d'accueillir ces réfugiés, mais surtout, en fait, il y a une mobilisation de la société, en fait. Et la société était d'accord avec cet accueil des réfugiés. Ils sont allés les chercher à l'aéroport, ils les ont applaudis, ils les ont amenés chez eux. Il y a eu une mise en place d'une solidarité au niveau local qui existe toujours aujourd'hui. Et le résultat, c'est que aujourd'hui, je dis pas que l'Allemagne est un havre de paix et que politiquement ils accueillent tout le monde, etc. C'est loin d'être le cas. En revanche, ils ont une société qui est beaucoup plus acceptante vis-à-vis de la population et, je sais pas si c'est corrélé, mais l'extrême droite en Allemagne, ben, elle a pas tellement voix au chapitre, tu vois. Elle est complètement cornerisée et genre, et elle fait des scores qui sont pas très élevés, à part dans quelques localités. Et moi, je voulais finir là-dessus. Ce que me disait Dominique Vidal, c'est que le danger de l'extrême droite, enfin, l'extrême droite est d'autant plus haute que la gauche est faible. Pas que genre il y a de l'immigration ou je sais pas quoi. C'est parce que la gauche, au bout d'un moment, n'a plus un projet en fait qui est assez puissant, qui est assez fédérateur, qui est assez mobilisateur. À ce moment-là, l'extrême droite monte parce que genre la politique a horreur du vide et que genre du coup il y a des décentrements et ça veut pas dire, je suis pas en train de dire que les électeurs ils vont de la gauche à l'extrême droite. Je dis juste que il faut avoir un projet alternatif, il faut résister à ces sirènes effectivement comme tu le racontais qui nous disent ah bah étranger égale délinquant. Et ça, il faut y résister fortement. Moi, je pense que aujourd'hui, nos députés, nos représentants de gauche, etc., ils font le taf sur le sujet. Hein. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un de gauche dire genre il y a un lien entre, enfin quoique à quelques exceptions près, toutes petites, mais dire qu'il y avait un lien. Et ils font le taf. Donc le problème, il est pas tellement alors dans moi, ce. moi, je pense qu'il y a un problème dans ce domaine-là, c'est que ce que je pense, c'est qu'il faut pas simplement être acceptant, être ouvert. Je pense qu'il faut créer les conditions de l'accueil, oui, tout de à fait. l'accueil. Or ça, il n'y a pas de politique. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique d'État, mais nous-mêmes, nous ne pensons pas le sujet. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que permettre, je ne sais pas moi, on a du mal même à se le représenter, quoi, 1 million d'Érythréens et Maliens qui arrivent en France, qu'est-ce que ça donne? Comment on fait? Où est-ce qu'on les accueille? Comment on leur donne une place dans le logement, dans le travail, dans l'école, dans l'apprentissage du français, etc. Je pense que ça suppose pas simplement une position de principe, ça suppose une politique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ce point-là doit être mis dans un récit plus général. C'est-à-dire que là, cette montée de l'immigration qui est prévue par l'ONU, qui annonce 1 milliard de migrants dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire essentiellement du sud vers le sud, mais quand même il y en aura vers le nord, c'est quand même des dimensions qui sont liées au réchauffement climatique. Donc l'idée du développement du pays du Sud ne suffit pas à répondre à la question. Donc, exactement. Et c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de la crise de l'hôpital, on parle des migrants, on parle du réchauffement climatique. Enfin, la France est confrontée à de grands problèmes. Qui sont des problèmes de mutation, de transformation, de blocage liés aux inégalités, etc. Et que je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression que tout part dans tous les coins, et que cette histoire aussi des niches là où on n'a pas parlé de grands sujets, moi ça me navre un peu. Moi j'aimerais juste dire, on terminera là-dessus, mais juste arrêter parce que j'ai entendu à nouveau des députés, notamment de la NUPES, dire il faut, comme tu viens de le dire et de le dénoncer, il faut développer les pays d'accueil, comme ça ils partiront plus. J'ai à nouveau entendu des députés tenir ce genre de propos. Il faut arrêter avec ça en fait. Enfin, c'est pas vrai. Les gens ils bougent, genre qu'on le veuille ou non, ils bougent sur la planète. Et aujourd'hui, il faut plutôt se préoccuper de la question de notre accueil et de la façon dont on va les accueillir, parce que de toute façon ils vont bouger. Et moi, il y a un truc
et je terminerai sur cet exemple-là. Quand vous regardez la courbe des entrées illégales sur les territoires états-uniens depuis, on va dire, 30 ans, vous voyez qu'elle est à peu près constante, enfin modulo quelques petites modifications, et surtout, elle ne bouge pas lorsque Donald Trump construit un mur et fout des miradors avec des mecs qui tirent. La seule chose que ça a modifié, c'est la souffrance des gens qui tentaient la migration parce que ils mouraient plus, ils étaient parfois blessés par la police, etc. Donc la seule chose à faire, c'est constater en fait la mobilité des populations à travers sur la planète, parfois contraintes et forcées par le réchauffement climatique, des guerres ou des conditions économiques déplorables. Il faut le constater et ensuite réfléchir à comment est-ce que de façon très rapide on peut intégrer une population étrangère qui va arriver croissant sur notre territoire. Oui. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Oui, et construire un récit là-dessus. Un récit, exactement. Sans ça, c'est une menace. Exactement. Et si c'est une menace, tout d'abord, de toute façon, oui. On a perdu et la xénophobie a gagné. Voilà. Bon. On terminera là-dessus. À la semaine prochaine.